Et en l'absence de budget, la loi impose d'indexer mécaniquement les pensions de retraite sur la hausse des prix cette année, soit 2,2%. Un rétropédage, c'est là où c'est intéressant, qui n'est pas sans conséquence sur nos comptes publics. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Je le disais, ce rétropédalage va coûter cher, à la bagatelle de, alors j'ai lu 6,5 milliards d'euros pour les comptes publics. Est-ce que c'est ça déjà le chiffre? Quand je pense que Michel Barnier, ça paraît loin, voulait partiellement désindexer les pensions pour économiser 3 ou 4 milliards d'euros, c'est plus la même histoire là. Alors oui, c'est assez simple en fait en réalité. La principale dépense publique, le principal poste de dépense publique, c'est les retraites en France. Vous avez à peu près 400 milliards de dépenses chaque année liées aux prestations de retraite. Alors dedans, il y a ce qui est lié notamment au régime général, mais il y a aussi les complémentaires. Donc, si on prend juste la question du régime général et on enlève les complémentaires, on arrive plutôt à 300 milliards en réalité. Donc un calcul simple, c'est que vous faites une hausse de 2,2%. Sur 300 milliards, je ne parle pas des complémentaires qui arrivent après, ça vous fait 6 milliards et demi. Le calcul est assez simple. Donc si vous faites 0%, vous gagnez 6 milliards et demi. Et si vous faites la moitié, vous gagnez 3 milliards. Donc voilà. On est passé d'une économie de 4 milliards à une dépense supplémentaire de 6 milliards. Ça fait un delta comme de 10 milliards quand même. Non. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, d'accord. Non. Non. Pas du tout. Non. On devait faire 4 milliards d'euros. Alors, non, on devait faire... Non, alors, les économies, c'était par rapport aux 6 milliards, en fait. C'est-à-dire que l'indexation... 6 milliards. Les 6 milliards et demi dont vous parlez, l'indexation des 2,2, ça coûte 6 milliards. Si vous faites la moitié de l'indexation... Ah oui, d'accord, ok. Vous faites que 3 milliards d'augmentation, 3 milliards et quelques. Donc, l'écart entre les deux, c'est un peu plus de 3 milliards. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que les économies, c'était le fait de désindexer. Mais ça veut dire que vous versez quand même plus de retraite. Donc, c'est 3 milliards de plus. Voilà, donc le supplément, c'est à peu près 3 milliards, sachant qu'en plus, dedans, il y avait déjà eu des mesures d'ajustement pour les petites retraites qui étaient complètement annexées. Donc en réalité, on est plutôt sur 2,5 milliards de coûts supplémentaires par rapport au projet de loi de finances. Ça ne veut pas dire par rapport à la dépense, c'est par rapport au projet de loi de finances. Et par rapport à la dépense ? Vous avez quand même une augmentation qui aurait été de l'ordre de 3 milliards et là qui passe à 6. C'est ça. Mais ce qu'on regarde, nous, c'est par rapport au PIB, à l'inflation en fait. C'est pour ça que les retraites sont indexées. Bon, c'est un coût à 3 milliards, voilà, en gros. C'est un coût budgétaire supplémentaire de 3 milliards, hors effet de l'inflation. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, et d'ailleurs, pourquoi 2,2% d'inflation, Mathieu? Je me suis posé la question. On est à 1,3% d'inflation sur un an, mois de novembre, d'après les chiffres de l'INSEE. Non, alors la règle d'indexation, c'est pareil. Non, il me dit non tout le temps là ce matin. Ah oui, parce que vous dites des bêtises en fait. Ça arrive souvent. Non, la règle d'indexation... Non, on est bien à 1,3% d'inflation aujourd'hui. Là, aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est utilisé pour... Une bêtise. Non, mais la façon dont le calculer est une bêtise parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il regarde en fait l'inflation moyenne des 12 derniers mois. Et en fait, l'inflation moyenne des 12 derniers mois, en glissement annuel, donc c'est un peu technique, c'est 2,2%. Donc le 1,3, c'est quoi? C'est le glissement annuel du mois de novembre, en fait. Et en fait, il regarde la moyenne des glissements des 12 derniers mois. Ah oui, d'accord. Ah ouais. La moyenne des glissements des 12 derniers mois. Donc c'est un peu technique et donc c'est fait 2,2. Donc vous avez raison. C'est pas juste le glissement annuel. Sinon ça aurait été 1,3. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à 2,2 de revalorisation des retraites. C'est comme ça qu'elles sont revalorisées. Et c'est vrai que la motion de censure, notamment, fait parmi les gagnants de la motion de censure à court terme. Je parle bien court terme parce qu'à moyen terme, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Mais à court terme, c'est effectivement plutôt les retraités. Et les retraités dits non modestes, parce que les modestes avaient l'indexation qui était garantie. Et donc là, c'est ceux qui sont au-delà de l'équivalent du SMIC, en fait, qui devaient avoir juste la moitié de l'inflation, donc plutôt 1%, vont se retrouver à avoir 2%. Donc c'est plutôt eux les gagnants, en fait, à court terme de cette motion. Sachant qu'encore une fois, on risque d'avoir moins de 2,2% d'inflation l'année prochaine en France. Oui, on est plutôt sur des scénarios autour de 1,5. Donc oui, c'est un gain de pouvoir d'achat. Sachant que c'est quand même assez intéressant, quand tu regardes la séquence, depuis maintenant 4 ans, d'abord 2024, il y a eu 5,3%, ce qui a été un coût quand même budgétaire important, de rattrapage de l'inflation passée, en fait, parce que les retraites sont indexées sur l'inflation passée. Donc à chaque fois, c'est des rattrapages par rapport à l'inflation observée. Mais si vous regardez depuis maintenant 4 ans, donc 2022, 23, 24, 25, on est sur une hausse de 14%, en fait. Des pensions. Des pensions de retraite entre 2000 pour 2025 par rapport à la période pré-inflation. Et l'inflation a fait combien dans cette séquence? Et l'inflation, elle est à peu près équivalente à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les salaires n'ont pas fait autant. Les salaires, on fait moins bien. On fait moins bien. Si vous regardez les prévisions... aujourd'hui, c'est en train de... C'est en train de rattraper. Mais regardez la prévision de salaire, par exemple, elle est
aujourd'hui autour de 2,5 quoi. Donc on est assez proche de ce qu'auront les retraités et surtout sur la séquence passée, les salaires ont augmenté un peu moins vite que cette inflation, ce qui veut dire qu'il y a quand même un petit découplage qu'on observe depuis maintenant 4 ans, ce qui pose la question de la soutenabilité ou pas de ces systèmes de retraite avec les revalorisations et les indexations quand on a beaucoup d'inflation. Ouais, là on parle, Mathieu, des retraites de base des salariés du privé et des fonctionnaires. Oui. Quid après des retraites complémentaires qui seront revalorisées? Novembre. Ce sont les partenaires sociaux Ouais. qui ont décidé en novembre de 1,6%. C'est juste? Bah c'est pareil, ils ont une règle. C'est juste 1,6, je dis pas que des conneries. Non, bah, pour une fois, c'est pas mal. Un 6, oui, donc qui est pareil, avec un mode de calcul par rapport à l'inflation observée. Alors, ils ont une différence de calcul et ils attribuent, eux, ils se laissent une marge de manœuvre. Ils peuvent la sous-indexer de 0,4 points ou la surindexer. En fait, ils ont une petite capacité d'intervention. Mais donc, les régimes complémentaires ont des objectifs d'équilibre qui sont différents du régime général. Et donc, vous avez quand même un décalage dans les systèmes d'indexation. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette différence, hein, mais bon, qui est assez régulière. Bon, faute d'un nouveau budget voté plus ou moins rapidement, le déficit du régime des retraites de base dépassera en 2025. J'ai pas le chiffre. Hein. Je l'ai, je vais te le donner. 10 milliards d'euros. 10 milliards? Ouais, 10 milliards. Est-ce que c'est ennuyé ou pas? Faute de budget, encore une fois. C'est ennuyeux, bien sûr, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux surtout si on n'a pas de solution. En fait, à court terme, c'est pas, voilà, on le voit, c'est pas la fin du monde, hein, parce que on a quand même une assise financière, assez importante. On voit que même si on a une prime de risque à augmenter, elle reste quand même limitée. Les marchés ne se sont pas écroulés. La question, c'est, moi, je pense que le problème, il n'est pas vraiment à très court terme. Le problème, il est vraiment à moyen terme. C'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité sur les choix politiques qui seront faits, qui ne seront pas des choix politiques très sympathiques, en réalité, de redressement des comptes publics, mais qui sont nécessaires. Il n'y a pas de consensus sur ce qu'il faut faire. Or, aujourd'hui, avec un déficit supérieur à 6% du PIB, avec une moyenne dans la zone euro qui est à 3, un 2025 qui risque de rester élevé en termes de déficit. Il nous l'a dit, Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire des comptes publics, déficit supérieur à 6% en 2025, sans budget. Oui, alors voilà, en tout cas, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il ne baissera pas ou peu, en tout cas, le déficit public. Donc on était à 6,1, on devrait être à 6,1 pour cette année. Si on reste autour, Pierre Moscovici a aussi parlé de 6%. Ouais. Bah, ça veut dire que petit à petit... Michel Barnier avait dit que si on faisait rien, on allait à 7. D'ailleurs, soit en passant, on n'est plus à 7 maintenant. Non, on n'est plus à 7. Alors, mais parce que aussi, alors d'abord, on n'a jamais vraiment su comment ils arrivaient à 7. Hein. Bon, bref, ça, c'était un petit jeu politique derrière. Et puis là, en fait, la loi spéciale conduit quand même à geler un certain nombre de dépenses en valeur. Ouais. Et donc, vous avez une croissance de ces dépenses qui est quand même moins forte dans ce cas-là. Les crédits au ministère. Voilà. Parce que les prestations sociales, elles sont indexées. Elles augmentent. Et d'ailleurs, le fait que geler les dépenses de l'État en valeur revient à faire des économies, en fait. Hein. Entre 15 et 18 milliards à calculer les gens de l'OFCE. Voilà, moi-même. C'est toi qui as calculé? Ouais. Mais bon, donc c'est pas... Le chiffre est bon. Le chiffre est forcément... Non, mais bon, c'est pas rien, on va commenter. Non, mais alors, attention. C'est pas rien, ce chiffre d'économie de 15 à 18 milliards sur 2025. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est peut-être un peu technique, mais c'est que, en fait, c'est pas négligeable. D'abord, ça suppose aussi que la loi spéciale dure toute l'année. Ce qui est une possibilité. Mais qui est quand même une possibilité faible, parce qu'il risque d'y avoir quand même... Enfin, on peut penser une loi de finances dans les prochains mois, même à minima, y compris pour indexer un certain nombre de choses, comme le barème de l'impôt. Ce que je voulais dire, c'est que par contre, quand on regarde par rapport au projet de loi de finances, l'économie en termes de dépenses est à peu près équivalente, en fait, entre loi spéciale et ce qu'est le projet de loi de finances. La grande différence, c'est les impôts, c'est les prélèvements. Et quand on regarde ces histoires de prélèvements, notamment sur les entreprises. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup de prélèvements, notamment sur les grosses entreprises, étaient attendus fortement en augmentation. Et la motion de censure a annulé ces mesures-là. Et malgré tout, et pour des bonnes raisons, le président du MEDEF s'inquiète de la situation. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas réjoui du fait qu'il n'y ait pas des hausses d'impôts, mais il est plutôt inquiet par rapport à l'instabilité politique et ce que ça pourrait conduire dans les comportements d'investissement et d'embauche notamment. Et on le voit à la fois sur la consommation, sur l'investissement. On le voit ou on ne le voit pas? Pour le moment, on n'a pas les éléments. On va les avoir là dans les semaines à venir, mais il y a un délai. La seule information qu'on a en direct, c'est une information de marché. Hein. Les chiffres sur la croissance, l'investissement, les taux d'épargne, on les aura progressivement là, dans les semaines à venir. Pour le moment, c'est trop tôt, donc c'est plutôt un ressenti quand il dit, Patrick Martin, qu'on est en récession.
En fait, légère récession. Oui, mais alors il n'a pas d'éléments pour le dire, en fait. Même à partir des enquêtes, etc. Les carnets de commandes, je ne sais pas, les carnets de commandes. Mais ça ne vous dit pas que vous êtes en récession. Récession, c'est 2 trimestres de croissance négative. Donc par contre, qu'il y ait une crainte de récession, elle est assez évidente. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, dans le dur, on est en récession, on n'a pas les... On va vers 2 trimestres négatifs de croissance, alors, ou proche de 0 en tout cas. Alors, 0, 0 moins. Alors nous, on était à 0 pour ce trimestre-là, 4e trimestre, c'est 0,2 pour le trimestre d'après. Mais sachant que le 0, en fait, est un 0 un peu particulier parce que c'est un reflux de l'effet JO. L'effet JO a gonflé l'activité temporairement, ça s'arrête, ça dégonfle. Donc le 0, en fait, est aussi lié à un reflux. Donc il faut quand même un peu neutraliser cet effet-là. La question, c'est est-ce qu'au premier trimestre, on aura un chiffre négatif ou pas de croissance? Ça, pour le coup, les prévisions, l'INSEE, nous, on était quand même sur une croissance, c'était pas très élevé, mais c'était 0,2, donc ça restait positif. La question, c'est est-ce que la motion de censure va modifier radicalement les comportements en termes d'investissement d'embauche ou pour les ménages en termes d'épargne? Et si ils se mettent à surépargner, ça fait moins de conso, donc à court terme, ça jouera sur l'activité. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.